en l'espèce. Bonjour à tous, salut le Figaro. Populaire, comme dit l'Académie française. Populaire. C'est pas désobligeant. Non, comme attendez. humiliant. Non, parce que je n'ai absolument pas cherché à humilier et que j'ai toujours de la considération. Bonjour à tous, voilà, c'est le Figaro, c'est le direct. On est en direct pour débriefer l'interview d'Emmanuel Macron. Merci. Et on a Yves Tréhard qui est avec nous. Merci. Ne sont jamais de ce Bonjour Vincent, bonsoir à tous. En direct du Figaro. En direct du Figaro et de Figaro Live, où on va débriefer pendant une quinzaine de minutes l'interview et répondre à vos questions. Salut Jean, salut Karine. Salut Dominique, Martin, Martine, Jean-Michel qui nous avait rejoint avant même qu'on commence, Chantal, Colette qui trouve très bonne l'explication du président de la République, Mar Lopez qui nous écrit d'un pays hispanique, sans doute l'Espagne puisqu'on voit un drapeau espagnol qui nous dit Buenas noches. Eh bien nous on lui dit pas bonne nuit parce que on va la tenir encore éveillée pour commenter et débriefer cette interview du président de la République. Comment vous l'avez trouvé, Yves? Lorsque l'ensemble de cette réforme sera conduite. On le voit à l'écran. Bon, écoutez, tel qu'en lui-même, c'était un exercice. Alors, c'était la première fois qu'il se livrait à cet exercice d'une interview télévisée avec trois journalistes devant lui. Vous savez qu'il avait refusé de faire le traditionnel entretien du 14 juillet. Quand il n'en gagne pas à travers la réforme de l'ISF. Créé et fondé par Valéry Giscard pour une autre d'Estaing. catégorie. Pas vraiment que c'est une mesure. Et on sait qu'il avait Emmanuel Macron redoutait un peu ce genre d'exercice parce qu'il aime bien être maître de sa parole, et c'est pour ça que depuis qu'il est président de la République, bon, il s'exprime assez souvent, il fait pas mal de discours, d'interventions, on voit beaucoup d'images de lui parce qu'il voyage beaucoup en France et à l'étranger, mais à chaque fois il était maître de ce qu'il avait à dire, parce que là il était obligé de répondre à des questions de trois journalistes. De ne pas parler pas n'importe lesquelles, et puis pas tellement complaisant. Non, c'était pas des questions. Non, c'est toujours un exercice difficile quand vous êtes journaliste de faire ce genre d'interview. Bon, il y a pas eu, si vous voulez, de temps particulièrement fort dans cette interview. Il a déroulé, comme on dit en sport et en football, c'est-à-dire qu'il a déroulé son jeu, il a expliqué, il a fait de la pédagogie. Il y avait nécessité pour lui de faire cette pédagogie à ce moment-là. Il avait dit qu'il ferait une interview, qu'il donnerait une interview d'ici à la fin du mois d'octobre, parce que, il y a quelques accusations et quelques critiques qui s'étaient élevées contre sa politique, notamment, Macron, président des riches, alors que il vient plutôt des rangs de la gauche. Et puis il a des réformes économiques qu'il a engagées, qui sont des réformes compliquées. J'ai pris la décision. Qui sont des réformes qui sont pas toujours simples à comprendre pour le grand public. Bavarde. Et il s'est attaché là, parce que justement on lui faisait le reproche d'être un président plutôt de droite et parce qu'il faut et aussi d'être un président plutôt favorable aux riches. Eh bien, à dire la France qui souffre, je ne l'oublie pas, je m'occupe d'elle. Et il a détaillé, il a montré comment il voulait s'occuper d'elle. En fait, si vous voulez, la philosophie de la politique de Macron, c'est 1, libérer, et 2, protéger. Libérer, c'est-à-dire libérer notre économie de tous ces vieux carcans qu'elle a depuis longtemps et qui, malheureusement, n'ont pas été gommés depuis des années et des années par absence de courage, de réforme et de volonté de nos différentes majorités parlementaires et différents présidents. Et puis, protéger, dire aux plus faibles, et c'est la recette puisqu'il n'a pas d'argent à leur donner, les caisses de l'État sont vides, c'est leur dire, je vais mieux vous protéger contre le terrorisme, je vais mieux vous protéger contre le réchauffement climatique, je vais mieux vous protéger contre les dangers que peuvent représenter, par exemple, l'immigration illégale, puisqu'il a eu, c'est un des temps forts de cette interview, il a dit que tout étranger en situation irrégulière, il revenait sur les événements de Marseille, qui il a été longuement interrogé Gilles Boulot, a longuement rappelé quel avait été le contexte de l'événement de Marseille, que l'auteur de cet attentat avait été en garde à vue, qu'il avait été libéré. qu'il était depuis 12 ans en situation irrégulière en France, et qu'il avait été maintes fois appréhendé, mais qu'il était toujours sur le territoire français. Donc là, il a dit, tout étranger en situation irrégulière qui commet un délit, doit être conduit à la frontière. Donc là, c'est une réponse, si vous voulez, justement, à cette France, si vous voulez, qui se sent exposée, qui a peur,
Et donc là, il a voulu justement souligner, forcer le trait vis-à-vis de cette France-là, puisque c'est peut-être cette France-là qui est le plus en décalage par rapport à l'action, ou en tous les cas à la compréhension de l'action du président de la République. Alors, on va revoir ça, on va un petit peu reprendre un petit peu ces temps forts, même s'il les a déroulés, il a fait quand même quelques déclarations un peu fortes, et on va les dérouler. On salue Bakhtia qui vous salue. Bonjour Bakhtia. Voilà, justement. Ah, oui. Lionel le Nancéen. Lionel, oui. Salue un président exceptionnel. Christelle, par contre, a l'impression qu'il nous prend vraiment pour des cons, et Benjamin nous dit, vous avez élu un banquier. C'est pas le fils de Richard Ferrand. C'est pas le fils de Richard. Il n'a pas parlé de Richard Ferrand. Non. Il n'a pas parlé de Richard Ferrand. Parce que la question ne lui a pas été posée. Et il y a deux affaires qui n'ont pas été évoquées. Il y a Richard Ferrand et l'affaire Pierre de Villiers, quand même, qui est au début, à la jeunesse de son décrochage dans l'opinion. Oui, alors tout simplement, l'interview dure 1 heure. Je pense que si on avait passé du temps sur ces affaires-là et d'autres, on aurait pu aussi passer du temps sur l'affaire Bayrou. Là, je crois que la volonté du président de la République et les journalistes étaient partis là-dessus aussi, c'était vraiment de décortiquer sa politique, d'expliquer sa politique. Alors justement, quand même, le président est revenu sur une déclaration qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est notamment quand il a parlé du bordel, et il s'est défendu. Je vous propose de l'écouter. Nous, Yves, on l'entend pas ici, alors vous allez écouter sur mon portable ici, et vous allez l'entendre, bien sûr, tout de suite, dans un instant. Dès que ça vient, le mot bordel, c'est du registre populaire. Sur le player du Figaro, on bricole un petit peu. C'est pas désobligeant. Tout de suite, les déclarations du le mot président bordel, c'est du registre populaire. Sa défense sur le bordel. Populaire. C'est pas désobligeant. Attendez. Non, parce que je n'ai absolument pas cherché à humilier, et que j'ai toujours de la considération vis-à-vis de nos concitoyens et des Françaises et des Français. Pas neutre, quand même. Non, c'est du registre populaire. C'était dans une aparté. Les discours que je tiens en France, en Europe, à l'international, vous les suivez, ne sont jamais de ce registre-là. Est-ce que vous le rediriez? Mais je continuerai à dire les choses. Le registre populaire, c'était dans une aparté. Les discours que je tiens en France, en Europe, à l'international, vous les suivez. Voilà, on arrête ici. Oui, non. Son explication n'est pas très convaincante, parce que je suis désolé, bordel dans la bouche d'un président de la République, c'est quand même pas si fréquent que ça. C'est effectivement d'un registre quand même assez bas de gamme, bordel, même quand on a un enfant qui dit ce mot-là, on cherche à le... Oui, on dit pas que on le reprend. Donc, son explication n'est pas très convaincante. Alors, ce que je veux bien, mais il l'a pas suffisamment souligné, c'est qu'il l'a dit effectivement dans un contexte qui était un contexte privé. Mais arrêtons une fois pour toutes, ou en tous les cas les hommes et les femmes politiques, qu'ils arrêtent une fois pour toutes. Ils savent très bien que quand ils sont en déplacement, surtout quand ils sont président de la République, Premier ministre ou d'un ministre important, qu'il y a toujours des micros qui traînent partout, et que à notre époque, tout se sait et tout se répète. Donc tout ça, et il faut arrêter de nous prendre pour des idiots. C'est ce que disait Lionel. Les explications de vocabulaire, en tous les cas lexicologiques de Emmanuel Macron, sont pas vraiment très convaincantes. Mais est-ce que c'était le plus important? Sans doute. Mais après tout, c'est la mousse. Il a assumé. Il assume. C'est ça. C'est un trait de caractère de Emmanuel Macron. De toute manière, on le sait maintenant. C'est que quand il fait quelque chose, il l'assume. Alors, c'est plutôt bien d'ailleurs. Pourquoi? Parce que ça lui évite de partir dans des explications cabrantesques, d'une part, et puis à être risible d'une certaine façon, parce que on sait toujours que quand on essaye de se défaire ou de se dépêtrer de quelque chose de compliqué, on n'y arrive jamais. Donc il assume, après c'est aux Français de juger. Mais encore une fois, je crois que les Français, dans leur majorité, si j'ai bien compris, c'est pas tellement ce qu'ils retiennent d'Emmanuel Macron. Parce qu'on voit bien que ces sorties, notamment sur les fainéants, tout ça, ne l'ont pas tellement abîmé dans les sondages, dans sa popularité. Ce qu'ils veulent, les Français, c'est des résultats, qui est moins de chômage,
plus de sécurité, justement, une meilleure école. Il y a un commentaire sur ça, sur le chômage, puisque quelqu'un nous dit il va nous faire quelque chose dans les 2 ans et demi à 3 ans à venir. Et notamment, il a été interrogé donc par Anne-Claire Coudray qui lui a rappelé que un des engagements c'était de ramener le chômage à 7% de la population, et il lui a demandé un délai. Il a dit, en gros, 1 an et demi, 2 ans, peut-être. Oui, alors il y a eu 2 ou 3 annonces pendant cette heure d'émission. L'une des annonces, c'est effectivement de dire, et c'est la première fois qu'il le dit ainsi, que les résultats de sa politique économique, pas uniquement la réforme du Code du travail, mais aussi la réforme de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'assurance chômage, devraient porter leurs fruits d'ici à 1 an, 18 mois. C'est un engagement, somme toute. Il a quand même dit, néanmoins, qu'il ne voulait pas être jugé uniquement là-dessus, contrairement à son prédécesseur. Il a même dit, Emmanuel Macron, que son prédécesseur a fait une bêtise, enfin, il parle une erreur. Il n'a pas parlé de François Hollande, il parle, et comme vous le dites, de son prédécesseur. Voilà. Bon, ça c'est une des annonces. Il a fait 2 ou 3 autres annonces importantes. L'autre annonce importante, c'est sur l'immigration illégale, quand des irréguliers, des clandestins commettent des délits sur notre territoire. Maintenant, il s'est engagé à prendre des mesures dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent, là, pour qu'ils soient plus facilement reconduits hors de nos frontières. La troisième annonce qu'il est faite, et une pression sur les pays d'accueil. Voilà. Jean-Yves Le Drian a-t-il annoncé va faire une tournée pour remettre la pression sur les pays d'accueil pour et tout ça, ce sont pour qu'ils reçoivent pour qu'ils récupèrent les personnes qu'on expulse, pardon. Oui. C'est ça l'idée, c'est pour qu'ils récupèrent les personnes. Oui, parce que le problème, un des gros problèmes, si vous voulez, c'est que les pays d'accueil ne veulent pas, enfin de départ plutôt, ne veulent pas réceptionner et reprendre leurs nationaux. Donc c'est un des gros problèmes, si vous voulez, de nos relations avec de nombreux pays africains et du Moyen-Orient. Et donc là, ceux qui ont encore des États, puisque vous savez, c'est quand même un peu compliqué au Moyen-Orient d'avoir des interlocuteurs quand vous avez des guerres. Eh bien, l'idée, ça serait effectivement de les contraindre à reprendre leurs nationaux, moyennant des discussions, des négociations, et peut-être aussi de conditionner l'aide au développement à ces pays à leur bonne volonté pour reprendre leurs nationaux. La troisième, je vous disais, la troisième chose qui... je vous ai coupé, pardon. La troisième réforme importante qu'il a annoncée, ça va toujours aussi dans le sens de la France qui souffre, de protéger cette France qui souffre, c'est de dire... Et c'est pour expliquer aussi l'impôt sur la fortune et pour expliquer ces réformes. Parce qu'il y a pas mal de questions justement sur la question du président des riches. On n'a pas l'impression qu'il a levé. Alors, il a dit une chose, il a dit par exemple, moi je veux que l'argent des plus riches, justement, revienne en France ou reste en France. Et l'idée, c'est de dire cet argent doit être redistribué dans l'économie française pour investir, pour innover, pour créer. Et il a dit une chose, il a dit, je ne veux pas non plus que les fruits de ce qui sera investi, ce qui sera nouveau et de ce qui pourra faire de la croissance, les fruits de tout cela aillent seulement dans les poches des plus aisés, des plus riches, mais il faut favoriser l'intéressement et la participation des salariés, justement. Vieille idée gaulliste. Vieille idée gaulliste, une réforme de 1967, mais qui a été... soumis au référendum de 69, oui, et puis elle a jamais, le général de Gaulle. Voilà, et puis elle a jamais vraiment été mise en application dans notre pays, ou en tous les cas pas à grande échelle. Et donc l'idée c'est d'intéresser les plus modestes du coup, les salariés les plus modestes, aux réussites économiques de leurs entreprises. Alors sur la question des salariés les plus modestes, il y a un autre moment qui est important peut-être de souligner, c'est quand il a été interviewé sur les retraités, puisque il y a toute une polémique sur la perte de pouvoir d'achat des retraités. Il a fait valoir un certain nombre de choses. Je vous propose peut-être d'écouter ce qu'il a dit à ce moment-là sur la CSG. On l'écoute et on débriefe juste après. Et nous, Yves, on écoute ici. Alors, hop, ça va. Lorsque l'ensemble de cette réforme sera conduite, 80% des retraités gagneront du pouvoir d'achat.
Et les retraités qui perdront du pouvoir d'achat, ils le perdront. C'est moins de 1% de pouvoir d'achat qu'ils perdront. Et ce seront les 20% les plus riches. On va continuer quand ils n'en gagnent pas à travers la réforme de l'ISF. On va continuer Donc, à parler de pouvoir d'achat pour une autre catégorie. Je crois vraiment que c'est une mesure d'ensemble, parce qu'il faut toujours prendre les choses dans l'ensemble, de justice. Une mesure de justice, Yves? Non, je ne sais pas si on peut qualifier ça de mesure de justice, parce que il y a deux choses, si vous voulez. Un, la priorité d'Emmanuel Macron va clairement aux actifs. C'est-à-dire que c'est eux qui tirent l'économie, selon son raisonnement, il n'a pas tout à fait tort. Et c'est vrai que la situation des retraités, mais ça il le dit pas, en France, est quand même plus enviable qu'elle ne l'était par le passé. La deuxième chose, c'est qu'il s'en sort vis-à-vis des retraités qui vont être effectivement touchés par l'augmentation de la CSG, en disant, oui mais ceux-là, c'est-à-dire pas les 20% de retraités plus riches, mais les 40 autres pourcents, parce qu'il y en a 20% qui vont pas être touchés, et 60% qui vont être touchés, et dans ces 60% de retraités qui vont être touchés, il y en a 20% apparemment, eh bien, ils sont riches et dont acte. Mais les 40 autres pourcents, il leur dit, mais attendez, il va y avoir la baisse de la taxe d'habitation, la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français. Et donc, il estime, sans doute à juste titre d'ailleurs, que les 80% que les 40% de retraités qui pourraient l'avoir amer, eh bien, en contrepartie, même s'il n'aime pas ce mot-là non plus, eh bien, ils bénéficieront de la suppression de cette taxe d'habitation. Simplement, la CSG va augmenter d'un coup, alors que la suppression de la taxe d'habitation viendra, comme vous le savez, par étapes successives. Johan Sacha Lagrange nous dit sur Facebook: je suis handicapé à vie suite à un accident de travail reconnu et non employable. Sous la droite, j'avais 900 € pour vivre. Sous la gauche, j'ai 0 € par mois et même pas droit à des aides sociales parce que en couple. Merci. Voilà. Donc c'était montrer que la Alors là, situation... je peux pas tellement répondre. D'abord, il n'a pas parlé des handicapés. Ouais, il n'a pas parlé c'est une question qui ne lui a pas été posée. Il y a Corinne qui nous dit: je pense que les envies de réforme par la droite et la gauche n'ont jamais abouti jusqu'à présent. Les Français dans la rue font peur et font reculer. Les Français sont contre le changement, les réformes et continuent à râler. Alors pour une fois, essayons de passer des réformes pour voir si le chômage descend. Accordons le bénéfice du doute. Il y a une chose qui est très forte dans l'interview et au début de l'interview, Yves, c'est que Macron s'en est pris à plusieurs reprises à des élites, aux élites et à ceux qui ne veulent pas qui veulent que rien ne change dans le pays. Et il a mis ces élites et ces forces d'inertie souvent sur le même plan. Oui, alors je sais pas s'il disait que ceux qui voulaient pas que ça change sont toutes des élites. Je sais pas s'il a dit ça. Non, mais il a dit deux fois. Il a deux fois mis sur le même plan. Non, mais si vous le savez, on est dans un pays étrange, la France. On est dans un pays qui aime beaucoup la nouveauté, mais qui aime pas le changement, ou qui aime beaucoup le changement, mais pas la nouveauté. Donc ça fait partie des formules de la soirée là. Voilà, c'est comme la formule de Macron sur l'ISF, une taxe pour les millionnaires, mais pas pour les milliardaires. Voilà, vous m'invitez, moi je fais des formules. Hein. Non. Plus sérieusement, il a effectivement montré que il voulait transformer. Il l'a dit plusieurs fois. Il voulait transformer ce pays. C'était aussi un des objectifs de cette interview, c'est de montrer qu'il ne changeait pas de cap, qu'il était déterminé pour la transformation de la France. Et il pense que, si vous voulez, on n'avance pas par des petites réformettes, c'est pas comme ça qu'on procède. Il a expliqué une philosophie générale, qui est une philosophie assez cohérente d'ailleurs, mais l'objectif pour lui, c'est de dire, eh bien, la France, elle obéissait à un modèle qui a vieilli, qui est vieux, qui ne marche plus, qui s'est grippé. Ce sont pas ces termes, mais c'est l'interprétation que j'en fais. Et maintenant, eh bien, il faut mettre à jour tout ça. Et pour cette mise à jour, elle passe par des changements importants pour que justement notre modèle, eh bien, soit adapté au monde moderne. Alors, il y a, vous voyez, pardon, là je viens de faire une fausse manipulation, mais vous voyez au milieu de l'écran du player qu'il y a le site du Figaro où on suit en direct depuis ce matin toute l'actualité politique de la journée et bien sûr l'événement de la journée, c'était cette interview du président de la République. Et première réaction, celle d'Adrien Quatennens, là, l'un des plus jeunes députés de l'Assemblée nationale, le jeune député de la France Insoumise qui dénonce 1 heure de
de logorée verbale qui va rendre la vie plus difficile pour le grand nombre et pas encore un mot d'écologie. Il en a parlé un petit peu autour du changement climatique, Yves. C'est sûr que ça change de la logorée verbale et haineuse de la France insoumise, ça c'est certain. Talentueuse en ce qui concerne Adrien Quatennens, reconnaissons. Oui, enfin bon, ce qui compte c'est le contenu. Après, l'écologie, oui c'est vrai, il en a pas été question. Il a été question brièvement du changement climatique quand on a interrogé sur Donald Trump pour savoir si il faisait confiance à Donald Trump et s'il dialoguait avec lui. Chose intéressante, il refuse de voir en Donald Trump quelqu'un d'imprévisible, quelqu'un de dangereux et un partenaire incommode. Oui, parce qu'à mon avis, il n'a pas intérêt à le dire. Attendez, vous pouvez pas. La France est quand même historiquement liée, et il l'a rappelé, qu'on est un allié. Les États-Unis sont nos alliés. Ça a été d'ailleurs le début de sa réponse. Et vous pouvez pas insulter. En disant ça, dire que le président des États-Unis serait imprévisible, peu fiable, tout ça, ça serait insulter quelqu'un qui a été élu au suffrage universel par son peuple quand même. Donc, il a besoin des États-Unis. Il sait très bien que sur la scène internationale, Macron, il ne peut pas se passer évidemment de Donald Trump. Et il veut aussi, il a ce challenge à mon avis qui n'est pas avoué mais qui est évident. Il veut être celui qui, dans le monde, ramène d'une certaine façon, de façon régulière, il veut passer pour cet homme-là, ramène Donald Trump à la raison et au dialogue. Alors que Donald Trump est un homme plutôt assez brutal parfois dans ses déclarations, assez cash. Il veut avoir ce talent-là. Il veut avoir ce talent-là plus que Madame Merkel. Plus que n'importe qui dans le monde occidental. Il veut être celui qui sert de trait d'union avec le président américain. Frédéric nous dit, j'ai pas suivi qu'a dit Macron. Frédéric, l'essentiel des interventions du président, elles sont là au milieu de cet écran, de ce player, sur le fil du Figaro.fr. On va en reprendre quand même quelques-unes. Donc, on a parlé tout à l'heure du chômage. Il a ensuite dénoncé ce qu'il a appelé la vraie inégalité, c'est le manque de qualification. Il y a eu un long moment autour de la réforme de la formation professionnelle et des questions de formation. Et pour cause, puisque c'est le chantier qui est ouvert là. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est intervenu aujourd'hui, vous pensez? Non, je pense que, ça arrive parce que c'est les ordonnances et c'est une étape supplémentaire qui s'ouvre. La réforme de la formation professionnelle, alors je suis pas sûr, si vous voulez, que dans son mécanisme, on en sorte plus savant après cette interview qu'avant, puisque, encore une fois, c'est assez nébuleux. Enfin, en tous les cas, dans ma tête, c'est assez nébuleux, la façon dont il veut s'y prendre. Il veut réorienter, en fait, cette formation professionnelle pour qu'elle aille davantage. Plus une situation qui n'apporte de solution pour qu'elle aille davantage à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'emploi. Et puis les jeunes, puisqu'il y a aussi l'apprentissage. C'est 40 milliards d'euros, il l'a répété, et c'est 40 milliards d'euros, comme il l'a dit, qui sont mal utilisés finalement, alors qu'on a toujours 10% de chômeurs dans notre pays. Donc son idée, c'est de si vous voulez, repenser le dispositif. Il n'est pas rentré dans les détails là-dessus. Il a simplement dit que c'était évident, mais là c'est une vérité d'évidence qu'il n'a fait que répéter. Moins vous êtes diplômé, et moins vous avez de chances de trouver du travail. C'est-à-dire qu'il l'a dit plusieurs fois, quand vous êtes sous-qualifié, vous avez 3 fois moins de chances de trouver un travail que quand vous êtes qualifié. Ce qui paraît être une banalité. Il a passé un long moment au début à ne pas à vouloir enlever donc 2 étiquettes par rapport à lui. La première étiquette, c'était celle de président des riches. Il y a une autre étiquette qui s'est attachée à enlever, c'était celle d'un président d'une France mondialisée qui va bien. David Pujadas l'a longuement interrogé sur la notion de France périphérique. Oui, alors d'ailleurs, il a dit qu'il n'y croyait pas à cette partition du pays entre cette division des Français des uns contre les autres. Il n'a pas été plus précis, ceci. Oui, non, mais il a dit qu'il n'y croyait pas, quoi. En gros, qu'il n'y avait pas d'un côté les Français
qui bénéficient de la mondialisation, qui vivent dans les grandes villes, qui sont très à l'aise avec tous les codes modernes, y compris la numérisation de notre société. Et puis, d'autre part, eh bien, une France qui souffre, même s'il a dit le nom, et qui est plus, si vous voulez, qui a davantage de crainte et de peur pour son avenir. Donc lui, il s'est attaché à dire, il a dit plusieurs fois, je suis le président de tous les Français. Et qu'il a été élu par dans une élection où tous les Français ont été appelés à s'exprimer, même si beaucoup, comme vous le savez, se sont abstenus. Donc le but, pour lui, c'est justement de gommer cette distinction qu'on peut faire entre ces deux France. Il veut absolument dire, je suis le président de tous les Français, et la preuve, je libère les carcans qui nous empêchent de progresser, nous, la France, mais par ailleurs, je vous protège. Il y a toujours ces deux mots, c'est les deux mots-clés de la soirée, c'est libérer, protéger. Libérer pour justement, ceux qui veulent prendre à plein dedans la mondialisation, et puis libérer aussi pour que les gens trouvent plus facilement du travail, c'est comme ça, c'est pour ça qu'ils réforment le code du travail, et puis protéger pour ceux qui ont peur du terrorisme, ont peur des changements climatiques, ont peur de l'insécurité, ont peur du chômage. Et là, vous voyez sur le site, le live du Figaro, le live texte du Figaro, que Nicolas Dupont-Aignan, justement, dénonce la sécurité des Français a été reléguée en toute fin d'interview. Une question de Josette. La Banque Centrale Européenne, qui, selon elle, pique les intérêts de la dette des pays d'Europe et engrange des millions. Qu'est-ce que va faire donc Macron face à la Banque Centrale Européenne? Il n'en a pas tellement parlé ce soir. Il n'en a pas parlé du tout. Il n'a pas parlé d'Europe, en fait. Un petit peu. Il a dit qu'il voulait refonder l'Europe. Encore une fois, il l'a dit à la fin, notamment, il a dit que il entendait être celui par qui l'Europe allait être construite, et que pour une Europe, justement, là encore, qui protège et non pas qui détruise d'une certaine façon. Mais il n'a pas parlé de la Banque Centrale Européenne, pas du tout. Il a également parlé d'un sujet qui est assez important en ce moment, qui est qui est venu pas mal sur le devant de la scène, qui était celui de la PMA. La question posée par Anne-Claire Coudray a été extrêmement précise. C'est: voulez-vous étendre la PMA, oui ou non? Il a répondu qu'il ne pouvait pas répondre en un mot. On sent qu'il est. On sent qu'il est embarrassé avec cette histoire, parce que la procréation médicalement assistée, il a dit que c'était normal. Enfin, dans son esprit, ce serait normal que des femmes seules ou des femmes qui vivent en couple homosexuel, puissent avoir des enfants. Il a rapporté le fait que le comité d'éthique lui a donné son aval récemment, a donné son aval à cela récemment. Et puis après, il a relégué ça dans un grand débat qui aurait lieu en 2018, digne, parce qu'évidemment, il fait référence aux tensions qui étaient nées du mariage pour tous il y a quelques années, en 2013. Dont les partisans ont pu se sentir humiliés. Voilà, dont les partisans, qui avait été dénoncé par les partisans du mariage pour tous. Voilà. Pour le coup. Donc là, il nous renvoie à un vaste débat de 2018. C'est assez obscur d'une certaine façon. Parce qu'il y a plein de notions. Quel est le cadre de ce débat, pour aller vers quoi? Ce qu'on comprend quand même, c'est que en tous les cas, lui, il est favorable à la PMA, à une extension de la PMA, alors qu'il a répété aujourd'hui qu'il était hostile à la gestation pour autrui, c'est-à-dire la GPA. Il a également parlé dans ce grand débat dont on ne connaît pas les contours, qu'on aborderait peut-être la fin de vie, c'est-à-dire qu'on va avancer vers une légalisation. Il en a parlé? Il l'a évoqué. Il l'a évoqué, mais après, ça c'est pareil, ce sont des débats compliqués. Et je crois vraiment que Emmanuel Macron cherche à marquer des points sur le terrain économique, sur le front économique, pour que la vie des Français, d'une certaine façon, soit meilleure, et que il est très prudent, d'une prudence de sioux, je dirais même, sur toutes les questions dites de société, c'est-à-dire fin de vie, et puis tout ce qui est procréation médicalement assistée. Il a parlé de l'école quand même. Oui, la question sur l'histoire de la fin de vie, c'est le problème sous-jacent, Yves.
du positionnement sociétal de Macron. C'est-à-dire que d'un côté, il est accusé de faire une politique de droite. L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve l'en a encore accusé et lui a reproché ce week-end. Et on se demandait si justement, pour marcher, comme on dit, sur sa jambe gauche, il n'allait pas justement prendre des positionnements sur les questions sociétales qui sont des marqueurs de gauche. Pas tellement. Ce qu'on voit en fait, c'est que vis-à-vis des gens qui pourraient être réputés de gauche, c'est-à-dire les gens qui souffrent, les gens modestes et tout ça, et qui voudraient peut-être davantage d'aide de l'État, en fait, sa réponse, c'est de dire je vous protège. Mais avec une politique de droite. Parce que ce qu'il a dit, par exemple, sur l'immigration illégale, ce qu'il a dit sur la sécurité, ce qu'il a dit sur l'école, je suis désolé, mais ce sont des réponses de droite. Hein. Le ministre Blanquer, chacun le voit, conduit une politique de droite. Le ministre de l'Intérieur, je veux bien, mais c'est plutôt une politique quand même qui est assez musclée, assez ferme, en tous les cas vis-à-vis du terrorisme. Et puis, si j'ai bien compris, très vite vis-à-vis de l'immigration clandestine. Donc, les réponses qu'il donne à cette France qui souffre et qui pourrait, pour une part d'entre elles en tous les cas, eh bien, être tentée par un vote plutôt à gauche, il lui donne des réponses qui sont volontiers des réponses de droite. Alors justement, vous allez vous mettre un petit peu plus à droite parce que sinon la caméra va pas vous voir. Mais Valérie Boyer qui réagit à l'instant en disant c'est une interview ou une succession de discours. Il y a quand même une interview parce qu'il y a des vraies questions qui ont été posées. Frédéric nous demande à l'instant est-il revenu sur la baisse des APL et des conséquences chez les bailleurs, notamment les petits bailleurs sociaux qui seront obligés de fusionner entre eux ou bien. Oui. Il est revenu assez longuement d'ailleurs. Il a expliqué la philosophie de sa décision sur les APL, et il a dit d'ailleurs que c'était pas dans son programme électoral. Hein. Donc la baisse des APL qui a fait couler beaucoup d'encre cet été, et il a dit qu'en fait il a réexpliqué que plus on injectait, là c'est pareil, même somme, 40 milliards d'euros, plus on injectait d'argent public dans le logement public, et plus ça faisait augmenter les prix. C'est sa philosophie, c'est la constatation en tous les cas qu'il fait. Et deux choses, il veut justement mettre moins d'argent public dans le logement social pour que les prix augmentent moins. Première chose, et il veut effectivement, il l'a dit, il veut regrouper, il a parlé de 80 à peu près organismes qui s'occupent de logements sociaux en France, et il a exprimé la volonté de les regrouper. Il est revenu également sur une affaire assez emblématique et qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment, c'est l'affaire Harvey Weinstein. Et il a donc confirmé une chose qu'on entendait beaucoup, à savoir qu'il allait revenir sur la Légion d'honneur. Oui, alors il a dit qu'il allait revenir sur la Légion d'honneur, qu'il avait fait de la démarche en tous les cas auprès du général Puga. Ça, c'était la première chose. De la Légion d'honneur. Commandeur de la Légion d'honneur. Et puis deuxième chose, il a dit que, alors là c'est pas très clair non plus, mais il a dit que des mesures allaient être prises contre le harcèlement. Oui, on sentait qu'il était plus dans la posture quand même, oui, dans la posture compassionnelle que dans. Non, il a dit qu'il y a des mesures qui seraient prises contre le harcèlement, notamment dans les transports publics. Est-ce que ça relève de la loi? Est-ce que ça relève je sais pas. Mais il a dit que des mesures seraient prises dans les prochains jours. Une dernière, peut-être, sur le harcèlement, une procédure de verbalisation plus simple des actes de harcèlement pour qu'il y ait une réponse immédiate, en déplorant qu'aujourd'hui, bien souvent, on ne va pas porter plainte parce que on n'ose pas. Il est revenu donc sur l'USF. Et puis un autre sujet d'actualité, puisque il a été abordé vendredi par le président américain Donald Trump, et on peut retrouver d'ailleurs le focus qui a été fait par Isabelle Lasserre et Ariane Lecoeur sur le Figaro.fr sur le nucléaire iranien. Il n'est contre, il n'est pas d'accord avec ce qu'a fait Donald Trump, et il a annoncé également alors il a eu qu'il avait envie d'aller en Iran. Il a eu une réponse qui était assez maligne en disant regardez, tout le monde a refusé de parler avec la Corée du Nord. Et moralité, la Corée du Nord aujourd'hui est en passe de devenir une puissance nucléaire. Donc, si on fait la même chose avec l'Iran, on va arriver au même résultat. Donc l'idée, c'est plutôt de dialoguer avec les ayatollahs iraniens pour mieux surveiller ce qu'ils font aussi, davantage surveiller ce qu'ils font. Et le dialogue permettra peut-être d'éviter le pire, c'est-à-dire que l'Iran, c'est lui qui parle, hein, c'est pas moi qui... permettra peut-être que l'Iran ne se dote pas de l'arme nucléaire. Bon, ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que
Donc on voit bien en politique internationale, vis-à-vis de Trump, vis-à-vis de tous les problèmes qui se posent, il veut toujours que ça passe par le dialogue. Il ne veut jamais, c'est un homme de dialogue de ce point de vue, il ne veut pas rompre le dialogue. Eh bien, ça a d'ailleurs été l'une des dernières déclarations. Yves a quelque chose à ajouter, quelque chose qui vous a frappé un petit peu plus? Non, j'ai trouvé que l'exercice était assez classique. Bon, c'était assez normal. Il y a une dernière question quand même que je voulais vous poser, mais comment ça se fait que ça a été monté comme ça Non, ça n'a pas été monté comme ça. Annoncé comme ça. Non, ça a peut-être été, oui, pour dimanche soir. Oui, alors non. D'abord, il avait dit, oui, et de LCI. Oui, il avait dit première chose qu'il voulait faire un entretien télévisé d'ici à la fin du mois d'octobre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, et ça je le sais de bonne source, c'était, je crois que David Pujadas a pesé d'un grand poids dans l'obtention de cette interview. Selon le JDD, Martin Bouygues aussi, c'est pas mal démené. Peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que il a pesé d'un grand poids et les négociations sont engagées depuis fort longtemps. Donc ça vient pas comme ça tout à coup. Je crois elles ont été tenues secrètes en tous les cas et que ça s'est dénoué dans les derniers jours. Mais voilà. Bon, après tout, sincèrement, si on arrêtait en politique de faire des nœuds et de faire du commentaire sur des choses qui sont pas importantes, comme la tenue de cette interview, le background, bon, c'est marrant. Mais ce qui est important, c'est quand même ce que dit le président. Hein. C'est son discours, ce qu'il dit. Est-ce que les questions qui lui ont été posées, est-ce qu'il y a répondu, est-ce qu'il y a bien répondu? Ce qui est dommage, encore une fois, c'est qu'il y a pas mal de sujets sur lesquels il n'a pas été interrogé, où il est passé un peu vite. Mais en tous les cas, bon, c'est une interview. C'est peut-être pour ça d'ailleurs, c'est peut-être sur ça, oui. Elle est assez classique, somme toute. Et on va dire, il s'en est pas mal tiré quand même. Sur la sécurité, c'est le vide absolu. Il faut expulser les clandestins sans attendre qu'ils commettent un attentat. C'est ce qu'a déclaré David Rachlin, le maire de Fréjus et ancien directeur de la campagne de Marine Le Pen. Des déclarations, des réactions, tous les extraits, tous les moments forts, vous les retrouvez au milieu, ici, sur cette page du Figaro.fr qu'on vous met en grand et que vous pouvez justement... sur laquelle vous pouvez cliquer, voir et retrouver d'ailleurs certaines déclarations. Merci beaucoup Yves d'avoir été avec nous ce soir. Merci Vincent, merci à tous, merci à tous. Alors surtout, juste, je voudrais pas qu'on se quitte quand même parce qu'on a parlé d'Emmanuel Macron ce soir et il faut quand même que vous lisiez 2 livres. D'abord, alors j'espère qu'on va les voir. C'est celui, attendez, on va les retrouver là. Voilà, celui de François-Xavier Bourmeau que vous voyez devant ici, qui s'appelle Emmanuel Macron, les coulisses d'une victoire, où il explique extrêmement bien, récit à l'appui, toute la stratégie qui a été employée par Emmanuel Macron et quelle a été sa vision. Si vous voulez connaître tout d'Emmanuel Macron et toute sa psychologie, eh bien, il faut lire absolument ce livre. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est celui d'Anne Fulda, Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait. Et maintenant, on a l'impression que tous ceux qui écrivent sur Emmanuel Macron, eh bien, refont un peu plus ou moins ce qu'a écrit Anne, mais parce que elle a vraiment très bien détaillé cette psychologie. Cette psychologie, on la retrouve dans un autre livre là que je vais vous montrer devant vous ici. C'est celui de notre consoeur de l'Obs qui s'appelle Cécile Amar. Alors vous le voyez à l'envers, mais c'est chez Fayard et s'appelle La fabrique du président. Et puis il y a un livre très drôle là qui vient de sortir de notre confrère de l'opinion Jean-Dominique Mercher, spécialiste des questions militaires et qui s'appelle Macron Bonaparte et c'est aux éditions Stock. Il cite notamment un conseiller d'Emmanuel Macron qui dit « Nous avons fait un coup d'État ». Pourquoi dit-il ça ? Eh bien, la réponse dans le livre de Jean-Dominique Mercher. En attendant, je vous donne rendez-vous demain, et en particulier demain soir, avec Guillaume Roquette, où on retrouve Point de vue. Et demain midi aussi, au Talk. Et bien sûr, pardon, on a le Talk. Bien sûr, qui est votre invité demain ? C'est Madame Simonet de la France Insoumise. Voilà. Ça va bouger. Ça va bouger, oui. Et Daniel, de son prénom. Et votre édito, sur quoi, Yves, demain ? Alors, sur le débat, sur l'interview du président de la République, la communication pour l'action. C'est le titre. Et en gros, j'écris ce que je vous ai dit ce soir, c'est-à-dire que, certes, c'est important de s'exprimer, de savoir...
Beaucoup vont gloser sur son changement de tactique de communication. Finalement, il parle à des journalistes, tout ça. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est sa politique. Et je dis que, en fait, il n'a pas changé de cap. Il change pas de cap. Hein. Les critiques qui ont été formulées contre lui ne lui font pas changer de cap. Néanmoins, il est déterminé. Il continue et il continue selon un diptyque qui est. Vous avez retenu? Libéré, protégé. Et protégé, voilà. Alors, si on n'a pas retenu, on va retrouver. Eh ben, vous voyez, il est là. Voilà, il est là. Il va s'afficher à l'écran sur, voilà, la partie, print du Figaro. Voilà. Il est tout en dessous. Donc, si vous voulez le lire, vous pouvez le lire dès ce soir. Et puis, vous le retrouvez sur le Figaro Premium avec, toutes les extraits forts de cette interview, ce qu'il faut retenir de la première interview télévisée d'Emmanuel Macron. Et bien sûr, vous vous abonnez au Premium, ça c'est encore mieux parce que là vous avez plein de services qui sont donnés. Vous répondez également à la question du Figaro. Emmanuel Macron vous a-t-il convaincu? Et puis vous retrouvez le fil des réactions de cette journée qui a commencé très tôt et qui finit très tard. Merci de l'avoir fini avec nous, Yves. Merci Vincent, merci à tous et restez tout le temps sur le Figaro en fait. Et merci Irène, merci Patricia, merci Abdi, merci Frédéric de nous avoir suivis. On n'a pas pu prendre toutes vos questions, mais vous continuez à nous les poser et on vous retrouve demain au talk à midi avec Daniel Simonet. Et demain soir, notamment, pour Point de vue. Et puis, il y a tous les programmes du Figaro Live. Là, on vous a parlé que simplement des programmes d'actu. Merci. Bonne soirée à tous.